Amis auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau Libre Journal. Je suis très heureux, c'est un très grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission en direct. Donc nous attendons vos messages. Et en préambule, je dirais qu'il n'y a pas que les élections, dont nous n'avons d'ailleurs pas le droit de parler. Il y a aussi l'actualité, actualité riche et aussi l'évolution du monde. Nous parlons d'actualité et l'actualité, c'est notamment le moment particulier que nous avons vécu avec la crise du Covid-19. Chaque événement, chaque crise donne l'occasion à l'histoire humaine de choisir une direction et il nous a semblé pertinent de s'interroger sur le sens de la crise que nous venons de traverser. D'autant que, dans le monde également, de nombreuses personnalités ont porté leurs réflexions sur ces sujets. Alors certes, cette crise n'a pas été un si grand malheur, mais elle a été l'occasion, ou elle sera l'occasion, de changements plus ou moins profonds dans l'organisation de nos sociétés. Pour nous accompagner dans notre réflexion, j'ai le plaisir de recevoir Éric Verhaeghe. Éric Verhaeghe, bonjour. Bonjour Hugues, et merci de cette invitation. C'est non seulement un plaisir, mais un honneur d'être à votre antenne et avec vous. Écoutez, merci à vous d'être venu. Vous étiez venu il y a déjà de trop nombreuses années, donc c'est un grand plaisir de vous réinviter et je vous réinvite notamment autour de votre nouvel ouvrage, le Great Reset, la grande réinitialisation, si on devait traduire pour la radio du pays réel et de la francophonie, mythes et réalité aux éditions Culture et Racines. Et je rappelle pour nos auditeurs que Éric Verhaeghe, vous êtes un ancien élève de l'ENA, vous avez travaillé dans l'administration jusqu'en 2007 et ensuite vous l'avez quitté pour exercer un certain nombre de responsabilités patronales. Et vous avez également créé plusieurs entreprises, donc Tripalio, qui est spécialisé, on va dire, en droit social, pour simplifier. Et puis vous êtes également un éditorialiste, puisque vous animez un blog, une lettre, le Courrier des stratèges, que je recommande à nos auditeurs, car je la lis le matin toujours avec beaucoup de bonheur. Donc j'encourage les auditeurs à la lire, et dès qu'ils seront à jour de leur cotisation à Radio Courtoisie, ils pourront également s'abonner à votre Courrier des stratèges. Alors, Éric Verhaeghe, qu'est-ce que c'est que ce livre en réalité ? À quoi fait-il référence ? Puisque c'est un livre sur un livre, si j'ai bien compris. Oui, c'est un livre sur un livre. C'est un livre qui est un retour aux choses, comme j'aime dire. C'est-à-dire que j'ai souhaité revenir à ce qu'avaient réellement écrit les auteurs du Great Reset, que sont Klaus Schwab et Thierry Malraux. Alors, c'est vrai que la notion de Great Reset, qui fait l'objet de ce livre de Schwab, fondateur du Forum de Davos, livre Great Reset de Schwab, publié en juillet 2020, c'est vrai que, c'est-à-dire il y a moins d'un an, c'est vrai que ce livre a nourri pas mal de fantasmes complotistes. Et c'est vrai que la presse subventionnée, dont vous ne faites pas partie, se sert des interprétations complotistes pour discréditer tout travail de dévoilement sur ce qu'est le Great Reset, à tel point qu'aujourd'hui il est devenu pratiquement synonyme de complot que de parler de Great Reset. Je pense notamment aux articles qu'il y a eu dans la presse sur le livre de Philippe de Villiers, qui parle en partie du Great Reset. C'est vrai que en parler a valu à Philippe de Villiers l'étiquette de complotiste simplement parce qu'il parlait du livre de Schwab et Malraux. Donc il me paraissait important de revenir à ce qu'a réellement dit Schwab et Malraux en dépouillant ce livre de toutes les interprétations, de tous les fantasmes, de toutes les peurs qui ont pu exister, qui l'entourent encore et qui en nourrissent très souvent la lecture. Donc c'est un livre de commentaires, d'une certaine façon, pratiquement littéral, et d'analyse globale de ce qu'est le Great Reset de Schwab et Malraux, en cherchant à systématiquement me référant au texte, en cherchant à faire la part du bon grain et de l'ivraie, de ce qui a été réellement écrit et de ce qui est fantasmé par un certain nombre de gens, parfois pour des raisons que je comprends, mais qui relèvent quand même de l'analyse fantaisiste. Donc c'est vraiment un livre qui, ceux qui veulent, de mon point de vue,
savoir ce qui n'est pas complotiste dans le Great Reset ont intérêt à lire mon livre, puisque je refais le point en étant extrêmement fidèle, en collant chapitre par chapitre à ce qu'a écrit Schwab et Malray et en citant les textes à l'appui de mes affirmations. Mais c'est l'intérêt du livre, que j'avoue ne pas avoir lu ni en français ni en anglais, mais dont vous donnez la référence dans votre ouvrage, Éric Verhaeghe, qui vous a semblé intéressant, ou c'est les réactions ou l'absence de réaction autour du livre de ces deux auteurs qui vous a semblé intéressant et qui vous a poussé à écrire ce livre? Alors, moi, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est une question compliquée que vous me posez. Ce qui m'a posé à écrire ce livre, c'est d'abord le besoin de porter au public une connaissance de ce qu'est un projet, non pas un complot, ni un protocole de sages caché, mais un projet formalisé par le Forum de Davos, qui est très largement occulté en France pour des raisons dont on pourra peut-être discuter tout à l'heure, mais qui est passé sous silence, qui est d'ailleurs un peu sulfurisé, si j'ose dire, sulfurisé par le côté « mais si vous en parlez, c'est que vous êtes complotiste ». Or, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que le Great Reset, livre de Schwab et Malray, est aussi le grand thème d'animation des travaux annuels du Forum de Davos, qui pendant un an a fait plancher tous ses adhérents sur le sujet et a très largement publié jour par jour, d'ailleurs sur le site du Forum de Davos, que chacun peut aller voir, World Economic Forum, sur d'autres sites annexes, par exemple Cyber Polygon, il y a des publications quotidiennes, plusieurs publications quotidiennes depuis un an du Forum de Davos sur le thème du Great Reset. Il y a eu par exemple début juin un autre forum Great Reset qui était le Job Reset Summit, donc le sommet de la réinitialisation des emplois, qui s'est tenu de façon ouverte, notamment très largement par vidéoconférence début juin. Le sommet de Davos virtuel qui s'est tenu fin janvier avait pour thème le Great Reset. Emmanuel Macron y a produit un discours, Xi Jinping y a produit un discours, un certain nombre le Premier ministre de Singapour y a largement participé. Donc tous ces travaux n'ont rien de caché. Et on peut penser que si pendant 4 jours, par vidéoconférence certes, mais sur un site unique, le Premier ministre chinois, le président français, un certain nombre de ministres du monde entier interviennent pour parler du Great Reset, on peut penser que c'est un sujet d'intérêt historique, non pas seulement pour faire de la polémique, mais pour comprendre comment aujourd'hui les acteurs du monde multilatéral sont en train de forger une doctrine sur le monde d'après. Et ce qui est intéressant dans le Great Reset, si vous voulez, qui me paraît important de porter au public, à la connaissance du public en France, c'est le fait qu'aujourd'hui, le monde d'après est façonné par ce que j'appelle la caste, qui est une caste mondialisée, et qui a une vision pour nous, si nous n'en avons pas. Et cette vision, il me paraît important d'en donner le contenu. Et d'en donner le contenu, loin des théories farfelues, je le redis. Je pense que ce qui est important, c'est d'abord un travail de compréhension, de lecture de ce qui s'écrit, de ce qui se pense, de ce qui se dit. Il y a un travail, d'une certaine façon, d'appropriation de ce discours pour qu'après chacun fasse ce qu'il veut. Il y a des gens qui peuvent trouver très bien le Great Reset et il y a des gens que ça va ulcérer. Moi, je fais partie de ceux qui sont ulcérés, mais avant d'être ulcéré, il me paraît important de connaître les choses et je crois que c'est ce travail, de cette volonté d'éclairer les gens et dans la pratique. J'ai fait une version gratuite du Great Reset, j'ai écrit le Great Reset cet hiver, je l'ai publié à titre gratuit en janvier 2021 et j'ai eu 500 000 lecteurs du titre gratuit. Donc ça signifie qu'il y a un besoin en France de connaissance de ce sujet. Et c'est pour ça que j'avais fait à titre gratuit. D'ailleurs, c'est pour que tout le monde puisse y avoir accès. C'est toujours accessible? Non, évidemment. Devant le succès Culture et Racines, Anthony Bonamy m'a proposé de le publier. J'ai évidemment accepté. La contrepartie, c'est que je ne fais pas concurrence à mon éditeur en proposant gratuitement ce qui a été imprimé à titre onéreux. Mais je cite ce chiffre de plus de 500 000 lecteurs, je crois que c'était 530 000, gratuits. Parce que il y a un besoin en France de savoir de quoi il s'agit.
Éric Verhaeghe, nous partageons évidemment à Radio Courtoisie et tout particulièrement dans cette émission la volonté de comprendre et de faire comprendre, de dévoiler au sens quasiment biblique du terme. Mais néanmoins, je crois discerner une nouveauté, parce que les travaux de Davos n'ont jamais été en effet secrets, ne sont pas nouveaux. Et en quoi c'était le moment de parler des travaux de Davos? C'est un petit peu ça ma question, parce qu'on sait bien que depuis un certain temps, Davos donne la vision, j'ai presque envie de dire, la plus consensuelle du monde et de son organisation qui puisse exister sur Terre. Et c'est presque, envie de dire, naturel à ce type d'organisation, puisque c'est toujours difficile entre grands de ce monde de participer à un sommet où on va être dans l'agressivité, l'opposition, etc. Depuis la Seconde Guerre mondiale, tous les sommets sortent avec quelque chose de consensuel, quel qu'il soit, de Helsinki jusqu'à Davos, etc. Bon, donc pourquoi là maintenant il y a quelque chose de différent? Alors, c'est précisément l'objet même du Great Reset de Schwab et Malray. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Klaus Schwab a théorisé, donc fondateur du Forum de Davos, peu connu en France. Hein. C'est un germano-suisse. Il a plus de 80 ans maintenant. Il est né en 1938, donc ça doit faire plus de 80 ans. Klaus Schwab a théorisé dans les années 2010 ce qu'il appelle, et ce qui est une porte ouverte qu'il a enfoncée, hein, ce qu'il appelle la 4e révolution industrielle, qui est la révolution numérique. On est vraiment dans le poncif, dans le cliché. Oui, difficile de lui donner tort à ce stade. Difficile de lui donner tort. Mais la position de Klaus Schwab, qu'on peut aussi partager ou comprendre, c'est qu'au fond, les sociétés industrialisées ont un retard dans l'appropriation de toutes les possibilités du numérique. C'est-à-dire qu'il y a des vieilles résistances. Alors vous savez, moi par exemple, j'adore ces résistances. Par exemple, quand je prends le métro, on peut prendre le pass Navigo, on pourrait même inventer des systèmes sans même avoir à le poser. Sans même avoir à le poser, on pourrait faire un système de reconnaissance faciale dans le métro. Ou simplement de reconnaissance de votre pass, mais à distance. Ou de reconnaissance du pass à distance, on pourrait le faire. Moi, j'aime bien utiliser les tickets papier. Voilà. Et la planète, cher Eric. Alors, il se trouve que quelle folie. Je suis très soucieux de jeter correctement mes tickets quand je les ai utilisés. Je les recycle souvent comme marque-page, mais j'aime bien utiliser les tickets papier parce que je n'aime pas être surveillé. Et que la révolution numérique permet en effet de supprimer les tickets de RATP papier, mais la contrepartie de ce système, c'est qu'il y a un big data qui se constitue et qui permet de suivre tous les Parisiens à la trace, ou en tout cas ceux qui prennent les transports en commun, et il y en a beaucoup. Et je trouve que je ne suis pas confortable avec cette société de la surveillance qui se met en place. Et donc, je fais partie de ceux qui résistent à une numérisation complète. Donc moi, pour ma part, j'ai des comptes Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. J'utilise Internet tout le temps. Donc je sais que je suis fliqué notamment par mon téléphone portable. Mais j'organise ma vie en conséquence. Je n'ai pas envie, cela dit, que la RATP puisse savoir tout ce que je fais. Voilà. Et ça fait partie des résistances que Klaus Schwab a décrites dans la 4e révolution industrielle et qui explique le concept de Great Reset. C'est-à-dire que pour Schwab, c'est l'objet de son livre de juillet 2020, l'épidémie de coronavirus est l'occasion d'accélérer des révolutions, des transitions qui traînent depuis plusieurs années. Et donc c'est l'occasion de faire ce que j'appelle régulièrement un flash totalitaire. La position de Schwab est de dire que l'épidémie de coronavirus est une opportunité mondiale pour accélérer la 4e révolution industrielle et changer durablement un certain nombre de comportements, traduction, vaincre définitivement un certain nombre de résistances qui retardent les évolutions numériques ou les révolutions numériques. Et donc, de ce point de vue, Schwab donne, si vous voulez, prend une espèce de panache blanc pour mener tous ceux, notamment parmi ses adhérents, parmi les financeurs du Forum de Davos, il y a un certain nombre d'entreprises qui financent des produits ou qui vendent des produits, qui fabriquent des produits qui sont des produits bénéficiaires de la révolution numérique, qui s'installeront définitivement à l'occasion d'un basculement complet dans le numérique. Et là-dessus, par exemple, alors,
on peut en avoir, je vais prendre celui qui me choque le plus, qui est celui de la reconnaissance faciale, parce que je pense qu'on sous-estime en France le poids de la reconnaissance faciale et le risque que la reconnaissance faciale fait peser sur les libertés individuelles. Mais pour Schwab dit concrètement que l'épidémie de coronavirus est l'occasion de mettre en place des outils de tracing ou de tracking à la chinoise, tracking à la mode de Singapour, voire à la mode chinoise complète, c'est-à-dire de flicage complet des populations. C'est l'application Tous Anti-Covid, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle, que le gouvernement français essaye de façon un peu pathétique de généraliser, puisque vous savez qu'aujourd'hui, théoriquement, quand vous allez au restaurant, vous devez utiliser un QR code, vous faire connaître avec un QR code pour qu'on puisse vous tracer vos contacts. Alors, je suis allé plusieurs fois au restaurant depuis le déconfinement. Jamais on ne m'a demandé, jamais aucun restaurateur n'applique cette règle. Mais on fait remplir une petite fiche à l'entrée. Dans les restaurants où je vais, je vois pas. Je les ai pas vus. Donc, je me félicite du bordel gaulois. Les Gaulois réfractaires laissent le gouvernement pérorer sur le QR code, les cahiers de contact, les applis tous anti-Covid, en disant c'est obligatoire. Je note que les syndicats de la restauration, syndicats patronaux de la restauration, ont aussi soutenu cette démarche, et je note avec grande satisfaction qu'aucun restaurateur, en tout cas ceux que je fréquente, parmi eux, aucun n'obéit à ces règles et aucun ne suit ces règles. Je m'en félicite, mais l'idée d'un tous anti-Covid, c'est-à-dire d'utiliser le prétexte sanitaire pour forger, jour après jour, un énorme big data pour savoir qui va où et avec qui, ça, c'est une idée qui procède de ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance et qui est une idée clairement exposée dans le Great Reset sous le motif de, grâce à l'épidémie, on va pouvoir mettre en place des outils de traçage des populations. Et il y a très clairement dans le Great Reset une justification sanitaire donnée à la mise en place d'une surveillance massive grâce aux outils numériques. Mais le forum de Davos, Éric Werrag, est d'abord un forum économique. Donc là, je vois pas l'enjeu économique de tracer ou de ne pas tracer. Je vois l'enjeu politique, je vois éventuellement l'enjeu sanitaire, je vois mal l'enjeu économique. Il y a des arguments pour dire qu'on fera plus d'argent ou que la société ou que l'économie va mieux se développer avec ou sans cette surveillance généralisée. Donc je vois pas bien l'enjeu économique derrière cette volonté que vous dites affirmée des auteurs du livre la grande réinitialisation, le Great Reset, des auteurs, enfin des dirigeants du forum de Davos. Alors, pour moi, il y a c'est un raisonnement en plusieurs étapes. Il y a plusieurs bonnes raisons pour lesquelles Schwab considère que le forum de Davos doit aujourd'hui être le porte-parole ou le guide d'un remodelage de nos sociétés et pas seulement d'un point de vue économique. Alors la première raison, c'est l'argument qu'invoquent Schwab et Malray, et c'est la justification apparente, de mon point de vue, de leur démarche, consiste à dire que là où il y a épidémie ou pandémie mondiale, il y a crise économique profonde. Et que donc, pour garantir la fluidité économique, pour garantir la relance, la reprise, il faut éviter les épidémies ou les prévenir. Et de ce point de vue, pour des raisons sanitaires, il est important de surveiller les populations. C'est ce qu'on a vu en Chine au moment où l'épidémie a commencé à Wuhan, enfin, quelques semaines après qu'elle a commencé à Wuhan, puisqu'il y a eu un temps de retard dans la réaction chinoise. C'est ce qu'on a vu en Chine avec des gens qui sont assignés à résidence, qui sont surveillés, qui n'ont plus le droit de sortir, etc. Donc il y a bien l'idée chez un Schwab que nous allons rentrer dans une ère de pandémie et que l'ère de pandémie, qui va être en réalité une espèce de crise sanitaire permanente, va justifier une violation de la vie privée et une violation des libertés publiques pour garantir la bonne santé de la population, parce que sans bonne santé, il n'y a pas d'économie prospère. Ils écrivent
Ils écrivent ces deux, parce que ce sont deux éléments distincts et potentiellement indépendants. Ils expliquent qu'on va rester dans une situation de crise sanitaire, petit 1, et deuxièmement, ils expliquent qu'il faut surveiller tous les mouvements de population pour pouvoir venir à bout de ces crises sanitaires. Alors, C'est ce qu'ils disent mot à mot. Il y a un pli dans l'argumentation, évidemment, qui est que en permanence, on vous explique que la pandémie est quelque chose qu'il faut vaincre. Nous avons le même sujet dans la réglementation française. Et en permanence, on vous dit que pour le vaincre, il faut mettre en place une surveillance permanente. Et évidemment, personne ne vous dit l'argumentation, et c'est là, si vous voulez, qu'on suspecte qu'il y a un prétexte fallacieux. C'est qu'en réalité, si on se dit comme en France, si on sort de la crise à un moment donné, donc la crise sanitaire, si on considère qu'on a tourné la page de la pandémie, à ce moment-là, il n'y a plus matière à avoir des mesures de précaution ou des mesures de restriction des libertés. On revient au temps d'avant. En France, on a la démonstration de l'ambiguïté fondamentale du raisonnement de Schwab, puisque nous avons une loi de gestion de sortie de crise sanitaire, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui explique qu'en gros, au 30 juin, il n'y a plus de crise sanitaire, et donc qui explique les mesures qu'on met en place de surveillance à partir du 1er juillet. Et l'originalité quand même de notre dispositif, y compris en Europe, c'est qu'au 1er juillet 2021 se généralise en Europe un pass sanitaire, un passeport vaccinal, qui est bâti sur le même modèle que notre pass sanitaire, alors qu'officiellement, la crise est finie. Mais c'est pour qu'elle ne revienne pas. C'est pour qu'elle ne revienne pas. Et donc, on touche bien, là, si vous voulez, à l'ambiguïté du raisonnement de Schwab. Dans le Great Reset de Schwab, il y a le même raisonnement, qui est que pour que la crise ne revienne pas, il faut prendre des mesures de surveillance définitives, des mesures de surveillance permanentes. Donc, c'est de la prévention. Et donc, on a bien cette logique qui est que l'épidémie de Covid nous met dans la position où nous devons généraliser des outils de surveillance. Bien entendu, c'est pour des raisons sanitaires. Donc ça, c'est le premier étage, je dirais, de la fusée. C'est que pour éviter qu'il y ait une nouvelle crise économique, il faut faire de la prévention sanitaire et donc on va surveiller tout le monde. Première étape du raisonnement. Je pense qu'il y a une deuxième étape fondamentale du raisonnement, qui est qu'en réalité, il y a, je prends l'exemple de la surveillance de masse, il y a un marché de la surveillance de masse. Et il y a un marché de la donnée, de la donnée surveillée, si j'ose dire. Et que les entreprises qui financent le forum de Davos sont des acteurs de ces marchés. Alors aujourd'hui, la reconnaissance faciale, par exemple, c'est un marché de 6 milliards de dollars dans le monde, qui ne cessera d'augmenter. Où la France, pour le moment, 6 milliards, c'est rien. C'est pas grand-chose, sauf que pour le forum de Davos, un apport de quelques millions, quelques dizaines de millions pour financer le forum de Davos, pour faire la promotion de la surveillance par reconnaissance faciale, c'est une somme qui n'est pas neutre. Mais je prends l'exemple de la surveillance faciale, il y a énormément d'entreprises qui financent Davos et qui sont positionnées sur ces marchés de la surveillance future. Et donc, il y a une fonction de lobbying assez naturelle dans le forum de Davos qui consiste à faire la promotion, à emballer, si j'ose dire, les produits que les financeurs de Davos vendent. Et puis, il y a, à mon avis, un troisième étage de la fusée qui est que pour Schwab et Malray, en tout cas pour Schwab, c'est sûr, il faut généraliser la donnée humaine. C'est la société de demain. Si vous voulez, c'est cette vision que le progrès technique doit être utilisé à plein et que finalement, la vie privée, c'est une donnée obsolète, la liberté individuelle, c'est une donnée obsolète. Mais, excusez-moi, je vous interromps. Ils le disent, ils l'écrivent. Alors, c'est votre interprétation. C'est ça qui est important. Clairement écrit dans le Great Reset de Schwab et Malray que la surveillance doit se généraliser. Ça, c'est clairement écrit. Mais la surveillance, d'accord, mais la surveillance, toutes nos sociétés sont des sociétés de surveillance depuis le néolithique, plus ou moins grandes. Donc la question, c'est toujours le curseur. Voilà, la question, c'est quelle limite on pose à la surveillance. Exactement. Entre Monaco et le système léniniste ou stalinien, il y a un éventail assez large, vous en conviendrez. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire et qui, je pense, est essentiel, Hugues.
c'est que dans mon monde à moi, quand j'étais petit, on partait du principe qu'il n'y avait pas de curseur entre les deux parce que c'était deux mondes différents. Il y avait des sociétés qui étaient fondées sur la surveillance des individus au nom de l'intérêt du groupe, et il y avait des sociétés qui étaient fondées sur la protection de l'individu, malgré l'envie du groupe de dominer tout. C'était la différence entre la démocratie libérale et les systèmes totalitaires. Mais ça l'est encore. Je crois que cette distinction reste toujours valable parce que c'est une distinction universelle. Pour nous, oui. Mais pour le Forum de Davos, il est évident que cette distinction n'a plus de sens et qu'il y a une espèce d'aspiration vers le modèle chinois de surveillance. Alors, à la lecture de votre livre, Éric Veyrac, je serai peut-être moins affirmatif que vous, mais en tout cas, la question que vous posez, elle est fondamentale. Et je regrette en effet que ce soit uniquement au micro de Radio Courtoisie. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme déjà, mais que, malheureusement, cette énorme peut-être, mais que cette énorme-là, où l'on interroge et où on aimerait que des journalistes aillent interroger justement Schwab et Malray en leur disant, écoutez, on n'a pas tout compris en fait, on aimerait des précisions. Êtes-vous oui ou non ? On aimerait gratter. On aimerait aller un peu plus loin. Êtes-vous favorable à une surveillance a priori généralisée ? Parce que, par exemple, nos sociétés font des surveillances a posteriori. Risque d'attentat, quelqu'un va violer une petite vieille. Bon, évidemment, la police, les services, voilà, c'est le subtil équilibre entre liberté individuelle et ordre public. Mais la liberté individuelle, c'est le principe, et l'ordre public, c'est l'exception dans nos sociétés qui étaient, je suis obligé de le mettre quand même au passé, étaient libres. Donc là, on aimerait bien les interroger. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la paresse intellectuelle, morale, politique, qui ne va pas jusqu'au bout de ce raisonnement, ne laisse pas d'inquiéter. Parce que là, évidemment, on a raison de s'inquiéter. Parce que tout l'enjeu, il est là. Et aujourd'hui, on ne va pas faire une émission sur la question de la surveillance numérique, mais on sent bien qu'il faudra, et j'y pense depuis de nombreuses années, se poser la question. Parce que finalement, sur les 20 dernières années qui ont vu le développement d'Internet, nous avons, pour ceux qui considèrent que la liberté est un bien que l'on ne peut subordonner à rien, si ce n'est que de temps en temps, évidemment, il y a l'ordre public dont je parlais. Nous avons vécu des périodes d'euphorie et des périodes de doute et de recul avec Internet. C'est-à-dire qu'Internet a permis de contourner des monopoles, et notamment, vous parliez de presse subventionnée, de monopoles dans la presse, dans les médias. Et aujourd'hui, je crains malheureusement que nous soyons dans un temps de l'histoire où c'est l'inverse, où ce sont les forces totalitaires qui prennent le dessus. Et de ce point de vue-là, l'évolution de la Chine a été fascinante et dramatique, puisqu'on aurait pu croire qu'avec l'ouverture voulue par les dirigeants, eh bien, comme aurait dit De Gaulle, la Chine va boire le communisme comme il l'avait dit pour la Russie. Il n'en a rien été. Et aujourd'hui, je le dis et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il faut peut-être se préparer à ce que le plus grand des totalitarismes de l'histoire de l'humanité soit en train de se préparer en Chine avec cette société de surveillance. Mais derrière, il y a également des forces complexes en présence. Regardez par exemple le règlement RGPD. Le règlement RGPD, il a deux facettes. Il est d'abord un frein au développement du numérique européen. C'est un vrai sujet. Paraît-il. Oui, mais je crains. Ça mériterait d'être discuté. Mais bien sûr, mais c'est tout le problème. On n'a pas le temps de tout balayer. De tout balayer. Et il faudrait, c'est pour ça que je dis, faire une émission sur ces questions technologiques. Mais c'est également une source de protection, puisque en gros, on ne peut pas garder et utiliser nominativement vos données. Donc ça répond normalement à cette inquiétude légitime de l'homme occidental. Donc on est dans un moment particulier de l'histoire, et c'est vrai que le fait que l'on n'interroge pas plus à fond ceux qui laisseraient penser par leurs écrits qu'ils sont pour une société de surveillance, ne laisse pas, je l'ai déjà dit, d'inquiéter. Alors là-dessus, je vais me permettre de faire encore un peu de publicité, parce que j'ai le Courrier des Stratèges, une chaîne YouTube où je produis chaque semaine 45 minutes sur chaque week-end d'ailleurs. Je produirai demain le nouvel épisode, 45 minutes sur la semaine du Great Reset. Je me permets d'inciter vos auditeurs à regarder ça, parce que j'ai notamment consacré un numéro, un de ces formats,
au rapport du Sénat de 3 sénateurs de la délégation de la prospective du Sénat qui sont partisans, qui ont écrit un rapport sur la surveillance numérique et la lutte contre les épidémies, qui fait l'éloge de la lutte contre de la surveillance massive au nom de motifs sanitaires. Et j'ai d'ailleurs ensuite réanalysé les positions d'une sinologue de Sciences Po qui s'appelle Séverine Arsène, qui a été auditionnée par le Sénat à l'occasion de la préparation de ce rapport et qui produit des notes tout à fait impressionnantes et qui tient des propos tout à fait hallucinants sur une interlocutrice tout à fait charmante par ailleurs, je ne cherche pas à la dénigrer à titre personnel, mais ses positions idéologiques qui transparaissent à l'occasion de ses interventions ou de ses écrits sur la surveillance en Chine. C'est une spécialiste de ce qu'elle appelle la cybersouveraineté, c'est-à-dire de la politique chinoise en matière d'Internet. Je recommande aux lecteurs, à vos auditeurs, d'aller lire ses écrits sur le sujet. Elle a produit une note à l'IFRI en 2019 où c'est probablement la meilleure connaisseuse de comment la Chine utilise Internet pour surveiller sa population. Et elle fait un mode d'emploi de comment on pourrait faire pour y arriver. Et c'est tout à fait saisissant. Au passage, je signale quand même à vos auditeurs qui n'auraient peut-être pas pris la mesure de ce qui se passe, qui est qu'en Chine, il y a donc des espèces d'intelligence artificielle chargées de surveiller les populations, et que, dit-on, de sources chinoises, 2000 Ouïghours ont été arrêtés et internés, donc emprisonnés, parce qu'ils éteignaient trop souvent leur téléphone ou parce qu'ils l'éteignaient trop longtemps. Et que l'algorithme de l'intelligence artificielle a identifié ce comportement comme comportement de gens qui ont manifestement des choses à cacher. Et ça vaut, pour les Ouïghours, une détention parce que être soupçonné, être suspect d'avoir des choses à cacher est déjà un crime. Alors moi c'est l'inverse, c'est si ma fille ouvre son téléphone portable qu'elle est enfermée, mais c'est la différence entre la barbarie et la civilisation. Dites-lui bien d'en profiter parce que ce que je crains, c'est vous n'avez peut-être pas eu le temps, Hugues, de lire le rapport Tirole-Blanchard qui a été remis à Emmanuel Macron jeudi, qui fait, c'est vrai, 580 pages. Je recommande aux lecteurs d'aller à la page 352 de ce rapport. Ce rapport, donc fait par Jean Tirole, qui est un économiste brillant, je crois qu'il a été prix Nobel d'ailleurs, quelque chose comme ça, par Olivier Blanchard, qui a été chef économiste du FMI. Ce rapport remis à Emmanuel Macron pour action préconise d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour identifier les fraudeurs fiscaux potentiels, et notamment les entrepreneurs qui pourraient être des fraudeurs fiscaux. Et donc, dans ce rapport, il est écrit, page 352 ou 353, il est écrit noir sur blanc que des scientifiques, des chercheurs ont mené des travaux pour identifier, en gros, les déclarations de revenus, les déclarations comptables des entrepreneurs et identifier les sommes correspondant à des suspicions de fraude. C'est-à-dire que lorsque vous êtes entrepreneur et que vous déclarez des ressources, des revenus, ou qu'importe, proches d'un plafond, les chercheurs disent « Ah, si c'est mis proche d'un plafond, c'est probablement qu'il fraude parce que ce serait au-dessus. » Parce que c'est probablement au-dessus. Et ce que préconise ce rapport Blanchard-Tirole, c'est que des contrôles fiscaux soient déclenchés à partir d'algorithmes qui seraient fabriqués par ces chercheurs qui permettraient d'identifier les fraudeurs. Nous nous rapprochons d'un système à la chinoise. Nous l'aurons peut-être en France l'an prochain. Je pense qu'il faut, et ensuite nous passerons à d'autres thèmes, parce que votre livre est tout à fait passionnant. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qui sont à l'écoute de mon libre journal, Luc Sérapion, et j'ai le plaisir de recevoir Éric Verhaeghe pour son dernier ouvrage, Le Great Reset, mythe et réalité, aux éditions Culture et Racines. Sur la question de la surveillance, je crois que par nature, s'il y a les moyens de la surveillance, il y aura surveillance. Rappelons-nous quand même que j'ai mis très longtemps à croire au réseau échelon. Alors le réseau échelon existe depuis plus de 30 ans, etc. Personne n'en avait jamais parlé. Et aujourd'hui encore, si vous faites un sondage dans la rue, etc. Heureusement, la France s'est également dotée, dans le cadre de ses services secrets, de ce système de surveillance généralisée de
toutes les conversations téléphoniques. Et d'ailleurs, nous avons 2 messages d'auditeurs. L'un qui dit que vous avez raison de prendre des tickets de métro en papier, et en nous disant que c'est une très bonne émission. Et un autre auditeur qui nous dit très justement, bonjour, on est déjà tracé par notre téléphone portable, qu'apporte de plus le QR code. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tracés, et nous allons être tracés, et je pense que ce n'est pas l'enjeu. Je pense que ce n'est pas l'enjeu. En tout cas, c'est pas l'enjeu majeur. Il y a 2 enjeux ensuite. C'est qu'est-ce que l'on autorise à la puissance publique ou privée, et donc qu'est-ce qu'on nous donne comme liberté. Le fait d'accepter ou de refuser les cookies, etc. me semble quelque chose qui va dans le bon sens. Donc vous voyez, je vois les choses qui vont dans le sens positif dans l'histoire de notre humanité et ceux qui vont dans un sens qui m'inquiète. Le RGPD est un sujet à part entière, mais va plutôt comme ça, en impression dans le bon sens. Et ensuite, qu'est-ce que l'on fait d'un point de vue étatique, et là je reste sur des données collectées. En Chine, le problème, c'est pas la surveillance de la population, même si ça pose un problème éthique, c'est que cette surveillance est faite pour écraser, dans le sens si besoin, toute liberté individuelle ou publique. C'est un État totalitaire, ce sont des communistes. Point. Voilà. Et la question fondamentale, c'est oui ou non, est-ce que nous voyons aujourd'hui dans nos sociétés l'hippodrome de cette évolution dramatique. Donc la Chine, c'est l'ennemi séculaire pour les temps qui viennent. C'est une certitude. Car malheureusement, il n'a pas bu le communisme. C'est plus l'électricité plus les soviets, c'est le numérique plus les soviets. Eh bien, ça va être encore pire que ce que l'on a vécu. Et là, je pense qu'il y a une véritable inquiétude. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut en effet aller plus loin que les lieux communs. C'est ce que vous dites assez justement, Éric Verhaeghe, des auteurs de ce petit fascicule, le Great Reset de Schwab et Malray, donc on a un Français qui vous le dites, et je vous crois dans les statistiques, ressemble un petit peu trop à un catalogue de lieux communs. Oui. Et ça, c'est décevant. Un catalogue La Redoute, si oui. Sauf qu'au lieu d'être La Redoute, c'est les produits à vendre des adhérents de Davos. Je voudrais un peu nuancer ce que vous dites sur le réseau Échelon. Alors oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, il y a un sujet, si vous voulez, qui est la décentralisation des données. Bien sûr, et la privatisation. Et aujourd'hui, paradoxalement, je prends l'exemple du réseau Telegram qui a plusieurs serveurs, qui a décentralisé la gestion de ces données. Il est plus protecteur des libertés qu'un grand réservoir de big data qui serait directement, facilement, confortablement à la main des États et des polices des États. Enfin, Telegram était aussi, si le gouvernement russe le décide, à la main du gouvernement russe. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quand vous avez les moyens du pouvoir, les États utilisent les moyens du pouvoir. Nous sommes d'accord. Au moins les États qui se considèrent comme tels, et on peut faire toutes les critiques à la Russie de Poutine, mais elle se considère comme un État. Et on peut regretter que nous ne nous considérions plus comme un État dans l'ordre de ses prérogatives souveraines. Nous sommes d'accord. Bref. Mais je ne rebondirai pas sur le sujet de la Russie, parce que c'est pas l'objet de cette émission. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, finalement, les citoyens ont à leur disposition, comme outil de défense de leur liberté, la faculté de disperser leurs données, ou en tout cas de jouer sur la concurrence entre les centralisateurs de données. Ce qui m'inquiète profondément, c'est qu'aujourd'hui se développe la théorie d'un big data unique qui serait directement à la main des États. Et ça, c'est une menace encore plus grande que la surveillance de nos téléphones. Aujourd'hui, je reprends l'exemple, si je veux faire une opération secrète, je laisse mon téléphone chez moi, je prends un ticket papier de la RATP et finalement, je diminue, même si je vais être filmé dans et vous allez à Radio Courtoisie. Et je vais à Radio Courtoisie, je me mets un chapeau avec une fausse barbe et des lunettes noires, et comme ça, je passe inaperçu. Ce que je crains, c'est que cette disposition-là ne soit plus possible avec la série de lois liberticides qui est en cours d'adoption. Maintenant, pour revenir au Great Reset, qui est en effet le sujet de fond, je vois dans le Great Reset, c'est une interprétation, et je vais expliquer pourquoi j'ai cette interprétation. Je vois dans le Great Reset un signal qui est envoyé par, j'appelle ça la caste mondialisée, par la caste mondialisée, un signal de ralliement à l'idéologie policière, voire totalitaire de la Chine. Je n'ai pas de doute sur le fait que la Chine soit un État totalitaire. En revanche, je pense qu'il y a un fantasme chez un Schwab
de mise en place d'un totalitarisme dégradé ou à bas bruit qui serait finalement supportable par les individus et qui procéderait de la même surveillance. La question, c'est pourquoi ces gens qui, pendant des années, se sont affichés comme libéraux, dans tous les sens, toutes les acceptions du terme, pourquoi ils se rallient brutalement à l'inverse? Et on viendra sans doute à ce sujet. Dans le Great Reset, il n'est pas question que de surveillance, il est question de big government. Le Schwab plaide dans le Great Reset pour le retour au big government, c'est-à-dire à l'intervention de l'État dans l'économie. Il plaide pour la mise en place d'un revenu universel. Il plaide pour l'hélicoptère money que Biden a mis en place. Il plaide pour toutes ces mesures. Donc pourquoi ces gens qui pendant des années ont été les apôtres d'un libéralisme très débridé se rallient-ils finalement au modèle chinois? Alors là encore, il y a le petit bout de la lorgnette que je cite quand même. La Chine et Xi Jinping font un vrai entrisme depuis plusieurs années dans le forum de Davos. Schwab a été décoré par Xi Jinping personnellement. Ah, quand même. Xi Jinping est intervenu 2 fois au forum de Davos, une fois cette année, une fois en 2017 de mémoire, suscitant la colère de George Soros qui continue à dire la Chine est notre principal ennemi. George Soros donc ne dit pas que des bêtises. Il ne dit pas que des bêtises. C'est pour ça que les choses sont subtiles quand même. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire à un complot où Soros et Schwab s'embrasseraient sur la bouche. Je n'y ai jamais cru. Moi, je suis un homme, j'essaye d'être rationnel, je regarde les faits et j'essaye d'en tirer très modestement des conclusions. Dans les faits, il y a un entrisme manifeste de la Chine dans le forum de Davos, qui est un facteur anecdotique, qui ne doit pas cacher ce que je crois être la vraie cause du retournement, si vous voulez, de Klaus Schwab, qui affleure dans son livre. Dans son livre, il fait beaucoup d'allusions, sans le dire, d'allusions implicites, rappelons que ce livre est sorti en juillet 2020, il fait beaucoup d'allusions à Donald Trump, en expliquant que le problème du monde aujourd'hui, c'est Donald Trump qui est un empêcheur de tourner en rond. Et que, évidemment, alors que la Chine, finalement, c'est des mecs avec qui on peut bosser. C'est des gens sérieux, voilà, c'est des gens sérieux. La maison est tenue, là-bas. Voilà, et que donc, si on commande des nems, on aura des nems. et bien fabriqués. Et si au moins, on le sent, enfin, il y a plusieurs phrases assez significatives là-dessus, si au moins Trump était remplacé par quelqu'un qui jouait le jeu du libre-échange, du multilatéralisme, etc., ça irait bien mieux. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce changement, me semble-t-il, de posture antilibérale, ce ralliement à l'antilibéralisme? C'est qu'il y a eu entre-temps 2 choses, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'élection de Donald Trump, qui est contemporaine du Brexit. Et donc, voilà 2 signaux envoyés par les peuples anglo-saxons qui sont considérés comme libéraux, les plus libéraux du monde, 2 signaux de ralliement au populisme, au souverainisme. Les déplorables, quoi. Voilà. Et en réalité, il y a une prise de conscience dans l'élite mondiale que le suffrage universel ne conduit pas forcément au multilatéralisme, à l'Union européenne, à la construction de blocs régionaux en faveur desquels Schwab plaide, et qu'au fond, le suffrage universel peut être le retour de l'État-nation. Et donc, dans le livre de Schwab, il y a cette allusion au fameux trilemme de Roderick, qui ne dit peut-être pas grand-chose aux gens, mais... Il faut que vous le présentiez parce que je pense que c'est assez fondamental. On peut, là aussi, on peut discuter, ne pas être d'accord, mais il faut au moins écouter ce qu'il a à nous dire comme résumé des contraintes qui s'imposent dans l'ordre de l'ordre public, tout simplement. Alors, donc, Danny Roderick, je le signale, a participé à la rédaction du rapport Tirole-Blanchard, qui est remis au président de la République jeudi, dont j'ai dit grand mal. Danny Roderick est un économiste néerlandais qui a notamment produit, on va simplifier, un trilemme, appelé le trilemme de Roderick, sur lequel Schwab s'appuie beaucoup. Et selon Danny Roderick, il y a 3 termes qui ne sont pas compatibles. On ne peut pas à la fois avoir des États-nations, avoir de la démocratie et avoir du libre-échange. Pour aller vite, c'est ça le trilemme. Et donc, il faut choisir. Si on veut un libre-échange et des droits de l'homme, il faut renoncer à l'État-nation et créer des ensembles multilatéraux. Le G7, l'Union européenne, le G20, surtout le G7 d'ailleurs,
et des ensembles de ce genre. Et donc Schwab dit il y a un terme de trop dans le libre-échange et dans la démocratie, et ce terme de trop, c'est l'État-nation. Et donc il faut passer à des... Comme Hitler aurait pu dire, entre État-nation, démocratie et libre-échange, il y a un terme de trop, soit le libre-échange parce que j'ai été globalement bien porté par les urnes, soit la démocratie parce que... c'est ce que dit... Non mais c'est hallucinant parce que il faut bien comprendre que soit Roderick a tort, et dans ce cas-là, on peut continuer, j'allais dire, à vivre comme avant, soit il a raison et ça pose un problème. Pourquoi ça pose un problème ? Parce qu'aujourd'hui, de l'extrême gauche à l'extrême droite, quasiment, on nous dit que l'État-nation, c'est bien, il en faut un peu plus, un peu moins, la démocratie, c'est bien, proportionnel, pas proportionnel, et le libre-échange, on va pas retourner à l'autarcie, donc un peu plus de libre-échange ou un peu moins de libre-échange, mais c'est toujours une histoire de curseur. Or, ce que dit Roderick, c'est, attention, c'est pas un problème de curseur, c'est qu'il y a incompatibilité. Donc, ce que l'on vous raconte depuis les 50 dernières années, ça ne peut pas fonctionner. Ou en tout cas, c'est un mensonge et donc ça ne fonctionne pas et donc à bas bruit il y a forcément quelque chose qui disparaît et on voit bien aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, moi je ne crois pas qu'il y ait la seule chose aujourd'hui qui à mon avis est assez peu manipulée dans son expression immédiate, on y est ce week-end, c'est les élections. Tout le monde peut aller voter. Tout le monde peut aller voter. Car avant, il y a eu beaucoup de manipulations pour dire pour qui il fallait voter ou pas. C'est une chose, mais ce moment particulier de l'histoire du moment de la société, il n'est pas manipulé. Et pour le moment, il n'est pas manipulable. On verra avec le vote électronique. En revanche, l'État-nation, personne ne peut contester que c'est le grand perdant du dernier siècle. Quant au libre-échange, peut-être est-on à un point de bascule. Mais donc, c'est assez fascinant parce que si Roderick a raison, tout ce que nous a expliqué aujourd'hui est un mensonge. Il y aura un invité de trop autour de la table. Il y en a un de trop. Et donc, pour Schwab et Malray, il est évident que l'invité de trop, c'est peut-être la démocratie, mais c'est pas clair. C'est pas formulé comme ça. Si, vous le dites dans votre livre, Éric Verhaeghe. Je rappelle à nos auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Courtoisie et que j'ai le grand plaisir de recevoir Éric Verhaeghe, éditorialiste, écrivain, animateur du Courrier des Stratèges pour son dernier ouvrage, le Great Reset, mythe et réalité, aux éditions Culture et Racines. Donc, ce qui me paraît important, c'est en effet de noter que pour Schwab et Malray, l'État-nation est mort. Et ils le disent tel que. Oui, alors qu'est-ce qu'ils n'aiment pas dans l'État-nation ? Il y a un appel à ce que j'appelle le régional socialisme. Ah, j'ai trouvé que le terme était très très mignon. Je suis pas sûr que ce qu'il désigne soit mignon. Oui, et je ne suis pas sûr qu'ils auraient utilisé le même terme. Mais justement, c'est assez amusant. Pas utilisé le même terme. Mais très clairement, dans cet ouvrage, Schwab et Malray appellent à la refondation d'un ordre mondial autour d'ensembles multilatéraux qui seraient, selon eux, ce qu'ils appellent des ensembles régionaux, qui seraient, selon eux, les bons échelons pour conduire le monde. Et notamment... Et sur quel principe ? Moi, je veux bien. C'est quelles sont les études qui permettent de le montrer ? Comment, d'un point de vue de l'organisation sociale, politique, économique, qu'est-ce qui fonde tout ça ? Alors, je suis prêt à tout entendre. C'est d'abord la référence à Roderick qui consiste à dire l'État-nation. Oui, on part d'un présupposé. C'est comme j'aime pas Gérard, je choisis la solution qui permet que Gérard soit pas là. Très profondément cette idée. Moi, j'ai la conviction que si Schwab et Malray sont partisans du multilatéralisme d'ensembles régionaux, c'est parce que c'est plus simple à lobbyer qu'une série d'États-nations qui sont autant d'obstacles dressés sur le chemin de la révolution numérique. Et que bien évidemment, pour Davos et pour les financeurs de Davos, il est plus simple de lobbyer la Commission européenne plutôt que 28 gouvernements dont chacun a sa particularité, ses marottes, etc. Que ça va plus vite. Enfin, qui sont quand même les représentants de peuple. Enfin, c'est pas rien dans l'histoire de l'humanité. Oui, mais cette idée-là est une idée qui est, quand on lit le Great Reset, on comprend que c'est une idée qui n'est même pas entendue. C'est-à-dire que si vous regardez ce que Schwab appelle le Great Reset individuel, c'est-à-dire l'humanité
de demain. Je vais me Great Resetter moi-même. Alors, je vais me réinitialiser. À votre insu, vous êtes Great Resetter. Vous savez, on dit que 50% des femmes cherchent à changer leur mari. C'est une occasion pour votre femme d'avoir un nouveau mari. C'est l'occasion, donc je vais me réinitialiser. Vous pourriez, alors, c'est ce que Schwab appelle de ses voeux, que vous réinitialisiez. Et mieux. En moins homme, en moins réac, je ne connais pas votre vie privée, Hugues, mais selon eux, l'humanité réinitialisée, c'est une humanité du bien-être. C'est-à-dire, nous sommes heureux, nous n'avons plus d'angoisse, nous posons plus de questions. Mais je suis déjà heureux, j'ai pas d'angoisse, j'ai des problèmes comme depuis que le monde est monde, mais Oui, mais c'est ceux qui ont toujours voulu régénérer l'humanité ont quand même, dans un temps extrêmement récent, laissé des souvenirs assez mitigés tout de même. Alors là, c'est une régénération à bas bruit, si j'ose dire. C'est-à-dire que finalement, on fait pas de grand soir, mais on est bien, on est zen. Enfin, c'est la philosophie du zen. En partie d'ailleurs reprise des pensées asiatiques. Comme dans le meilleur des mondes, on va avoir cette petite pilule qui va faire qu'on va être très bien. Oui. Et si vous voulez, cette grande angoisse initiale de l'homme que Kierkegaard décrivait, qui est l'angoisse face à la mort, le memento mori, est quelque chose qui doit être banni. Et en réalité, mais c'est une négation de l'humanité. Selon Schwab, est une humanité sans esprit critique. C'est la zombification des individus. C'est un anti-humanisme. Oui. Il n'y a pas d'humanisme. En réalité, la pensée de Schwab est une pensée qui est absolument contraire à l'humanisme. Parce que nous, on appelait l'humanisme quand on était petit. Mais là encore, je m'interroge sur le fait qu'il faudrait justement interroger Schwab et Malraux. Et un auditeur nous dit « Bonjour, merci pour cette excellente émission et félicitations à Monsieur Vérag pour sa lettre d'information, le courrier des stratèges et sa chaîne YouTube. » Merci. Si votre maman vous Merci de ces félicitations. Monsieur Vérag, avez-vous tenté de contacter Klaus Schwab directement pour avoir quelques éclaircissements ? Non, mais c'est une bonne idée. C'est une excellente idée. Ou en tout cas qu'un certain nombre de journalistes, certains soi-disant sont payés en France, qu'ils le fassent. Et une auditrice nous dit qu'est-ce que le big data, et c'est vrai que nous avons utilisé cet anglicisme sans le définir. Eh bien, c'est la gestion automatisée et industrielle d'un grand nombre de données dans leur exploitation commerciale, mais potentiellement exploitation sociale ou politique. Voilà, c'est les grands fichiers, notamment de Bercy, qui reprennent maintenant vos pages Facebook, vos comptes Facebook. Et si vous affichez une photo de votre Ferrari alors que vous avez déclaré 20 000 euros de revenus l'an dernier, vous êtes sûr que vous aurez un contrôle fiscal. C'est ça le big data, pour aller vite. Mais c'est là où je dis attention, parce que si on le présente comme ça paraît pas si dramatique, et certains vont dire c'est normal, il y a toujours eu des contrôles fiscaux. Moi j'y suis favorable aux contrôles fiscaux, et on utilise les éléments qui sont à disposition, et pour autant que ça reste dans le cadre de la gestion de l'État, on va peut-être avoir un petit... Vous avez très peur pour votre Ferrari. je n'ai pas le permis de conduire. Et en plus vous n'avez pas le permis. Mais pour revenir de façon sérieuse à notre discussion, parce qu'on est au cœur quand même de l'enjeu éthique, politique, c'est quel est le monde que veulent Nolens-Volens, parce qu'on ne sait pas très bien s'ils le veulent vraiment, et vous le dites bien dans le livre, on ne sait pas exactement si ils vous décrivent le futur qui va arriver, ou s'ils vous décrivent un des futurs qui va arriver, ou s'ils décrivent le futur qu'ils veulent. Et en effet, le livre... là où c'est un peu léger, je trouve. Pour rester littéral sur le livre de Schwab et Malraux, il est en effet présenté comme un livre de prospective, et donc, disons, voilà ce qui pourrait arriver, mais il est une tradition en prospective qui est de décrire plusieurs scénarios. Et là, dans le livre de Schwab et Malraux, il n'y a qu'un scénario qui est décrit, avec très souvent des formules qui sont des formules d'engagement ou de parti pris. Schwab écrit, par exemple, que les leaders mondiaux les plus éclairés seront ceux qui feront la meilleure utilisation de la pandémie. Et l'utilisation la plus durable, les grands timoniers, pour changer les habitudes de vie. Et qui est une phrase dont on voit bien qu'elle est une incitation politique que beaucoup de gouvernements utilisent. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple de la loi française de sortie de gestion de crise sanitaire, on nous explique on sort de la crise, donc on va mettre en place des mesures d'exception durablement.
Et on voit bien qu'il y a cette tentation générale de se dire que finalement l'épidémie doit servir à quelque chose. L'épidémie, elle doit politiquement permettre des gains dans les changements de société. Et là-dessus, on peut se dire que, en effet, maquillé sous un livre de prospective, on a une espèce de mémorandum. Feuille de route. Voilà, un mainstream, parce que feuille de route est peut-être un peu excessif. Traduisons le terme. On a une espèce de courant de pensée, de guide, qui dirait il faut aller vers ça. Et globalement, ce qui est malin, c'est d'aller vers une société de la surveillance, d'aller vers une société complètement numérisée, d'aller vers une société qui est finalement beaucoup moins connectée qu'on ne le dit, puisque l'idée est que les gens doivent se rencontrer de moins en moins, et doivent se croiser de moins en moins, et doivent vivre de plus en plus individuellement, dans une espèce de bulle de bien-être où ils ne se posent plus de questions. La question que je me pose, c'est que tous ces grands machins, comme aurait dit le général, ont toujours existé depuis que on est rentré dans une ère où il n'y a plus de terre inconnue, si vous voulez, où les peuples échangent, communiquent, etc. Et tous ces grands machins ont toujours promu, on va dire, c'est même pas l'idéologie, ce sont les lieux communs du moment. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien de bien nouveau dans ce livre, si ce n'est la collation de l'ensemble des lieux communs du moment, et vous le pointez d'ailleurs très justement dans votre livre. Donc, alors après, on peut dire que la liste de ces lieux communs, comme c'est ce qui est le mieux partagé parce qu'il est convenu d'appeler nos élites, nos gouvernants, etc., c'est ce qui va arriver. Et donc c'est intéressant de le regarder. Néanmoins, c'est vrai qu'on regrette, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je le redis, le côté très léger, très peu profond de la réflexion. Mais à la limite, restons justement sur cette pensée commune, mainstream, comme vous dites, cette pensée commune des élites ou de ce qui est considéré comme les élites, parce que ça, c'est une réalité. Et moi, très modestement, dans le monde professionnel, je vois bien que, y compris, voire surtout à très haut niveau, soit on pense exactement la même chose que tout ça, c'est-à-dire tous les lieux communs d'aujourd'hui, sans en oublier aucun. Et on va les lister, puisqu'on va reparler des questions d'écologie, des questions de transition énergétique, des questions, etc., des questions évidemment monétaires, économiques, financières, etc. Mais en plus, quand quelqu'un ose faire un petit pas en arrière, j'en ai un exemple très récent qui m'a été donné par quelqu'un de très proche, où il est en contact par Twitter avec des grands patrons, et il y avait un DRH qui avait dit on va faire autant de minutes de silence que George Floyd a mis pour mourir, et dans une entreprise. Et donc tout le monde lui a dit sur toute la Terre que c'était génial, sauf un Sud-Américain qui s'est interrogé sur la pertinence, etc. Il a été absolument blacklisté au sens propre du terme. Donc les élites soit n'ont aucune pensée, malheureusement aujourd'hui, dans l'ordre économique. Heureusement, on a grâce à vous des énarques qui pensent, Eric. Des énarques ou alors ils savent qu'il faut qu'ils cachent ce qu'ils pensent. Voilà. Et aujourd'hui, l'intériorisation quand même de la mauvaise pensée, comme aurait dit Orwell, elle est quand même poussée assez loin. Donc, c'est assez fascinant en effet de voir ce catalogue des lieux communs du temps présent. Regardons par exemple l'écologie. Ils disent qu'il faut, ils disent exactement ce que tout le monde dit. Oui, ce qu'on lit dans Libé ou ce qu'on lit dans Nouvel Obs. Ce qu'on lit dans l'Express quand on attend pour se faire couper les cheveux. Oui. Enfin, je ne vais jamais chez le coiffeur, mais j'imagine que c'est comme ça. Pour une raison que compte tenu de ma calvitie avancée, je ne peux pas aller chez le coiffeur. Mais j'imagine qu'on fait ça. Voilà. Et ce qui me paraît, en effet, je dirais deux choses là-dessus. D'abord que c'est vrai qu'intellectuellement, c'est très pauvre. Et c'est quand même l'illustration de la décadence profonde de l'élite mondiale, qui explique le mal-être international, si vous voulez. C'est-à-dire que, on en dira peut-être trois mots d'ailleurs, parce que c'est l'une des grandes craintes de Schwab, c'est qu'il y ait des révolutions partout. Oui, je pense qu'il faut en dire quelque chose. Alors, mais je finis mon idée. C'est que intellectuellement, ces gens-là, en effet, sont pauvres et n'ont pas on va simplifier, ils n'ont pas vraiment de culture. Ce qui est intéressant, c'est en effet pas le contenu idéologique du livre ou le contenu intellectuel du livre. Ce qui est intéressant de mesurer, c'est l'influence
de ce livre, de fait, sur les décisions gouvernementales. Et si on regarde les derniers mois, on est quand même un peu perturbé, en tout cas moi je suis perturbé, de voir la façon dont ce livre percole. Le pass sanitaire européen, c'est une idée qui est 100% compatible. Great Reset. Le programme de Biden, la politique menée par Biden, à part sa confrontation avec la Chine ou son radissement avec la Chine. Biden a mis en place un programme économique depuis son arrivée qui est écrit dans le Great Reset de Schwab et Malray. Je reprends le rapport Tirole-Blanchard. C'est une diffusion, une déclinaison précise en France, adaptée à la politique française, des idées du Great Reset, de cette espèce de suite de lieux communs. C'est comment ces lieux communs peuvent-ils devenir opérationnels en France. Je suis frappé de voir en effet l'extrême porosité des gouvernements, au moins européens et américains, aux idées de Schwab et Malray. C'est quelque chose qui m'interroge parce que, et là-dessus je souhaite le faire en dehors de tout complotisme, mais force est de constater aujourd'hui qu'il y a une vraie influence politique de ce livre. Et je le redis, ce livre vous l'avez très bien dit, ce livre ne révolutionne pas l'histoire de la pensée. C'est pas une œuvre intellectuelle majeure. En revanche, c'est une espèce de résumé de vadémécum des gouvernements industrialisés dans l'après-Covid. Et ça, c'est quand même un sujet qui doit nous interroger parce qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui une tentation de mettre en place les conclusions du G7 qui s'est tenu au Pays de Galles début juin sont tout à fait saisissantes de ce point de vue. La mise en place d'un impôt sur les sociétés harmonisé au niveau mondial est une idée qui se trouve dans le Great Reset de Schwab et Malray et c'est une idée qui ressort du G7. Donc, moi, ce qui me paraît inquiétant, c'est en effet aujourd'hui l'espèce de le mainstream, vous n'aimez pas ce mot, de consensus, de fait, pour aller dans un sens, consensus entre les castes qui dirigent le monde industrialisé. Et là, je crois que nous devons quand même commencer à prendre conscience d'un certain nombre de phénomènes. Alors, je le redis, en réalité, il y a loin de la coupe aux lèvres. Reprenons les grandes mesures Great Reset compatibles de notre ami Emmanuel Macron. C'est vrai que lorsque le gouvernement décide, venu de nulle part, d'imposer le pass sanitaire aux jeunes qui vont dans les discothèques, on va voir si oui ou non c'est suivi des faits. C'est-à-dire que si c'est comme le QR code dans les restaurants, on peut se dire, il cause, et pendant ce temps-là, la vie suit son cours. Mais si réellement, il faut que nos jeunes se fassent vacciner ou se fassent faire des tests PCR, on sait ce que ça veut dire, ils se feront vacciner. Ce qui est dangereux. On sait que les moins de 24 ans sont très exposés au risque de myocardite en cas de vaccination. On a des chiffres là-dessus ? Oui, alors en Israël où on appelle au retour du masque, en Israël, les études montrent qu'il y a un cas de myocardite chez les moins de 24 ans pour en gros 5000 injections. C'est pas totalement neutre. C'est pas totalement neutre et certaines myocardites supposent une hospitalisation. Mais le sujet, c'est quel est le bénéfice, risque pour un jeune. C'est le coût-avantage, c'est-à-dire que vous avez 24 ans, vous avez infiniment moins de chances de faire un Covid que de faire une myocardite si vous vous faites vacciner. Oui, mais là, on va vous opposer l'immunité collective. Et donc, tout le sujet aujourd'hui, et c'est bien ce que nous avons en débat, c'est que l'argument, c'est l'immunité collective. C'est finalement, les jeunes, on les sacrifie pour protéger le groupe. Parce qu'il y a un groupe qui a un intérêt supérieur à celui des individus, qui est le paradigme, en réalité, d'un Schwab qui a grandi dans l'Allemagne nazie. Mais nous retournons sur le débat de la démocratie libérale. Dans nos démocraties libérales, il y a historiquement une défiance vis-à-vis de cette vision hegelienne de l'État, du groupe, de la société, qui domine les individus et qui aurait des droits supérieurs aux droits individuels. Historiquement, nous sommes contre cela.
Et ce verrou-là est en train de sauter au nom de la protection sanitaire. C'est-à-dire, ça c'est grave. Je pense que c'est petit à grave. petit, des gens se disent ah bah oui, mais au nom du groupe. Alors en réalité, le groupe, soyons clairs, ce sont ceux qui risquent d'avoir une forme grave du Covid. C'est eux le groupe. Et c'est eux qui bénéficient de l'immunité collective. Et ces gens-là sont en train de dire, ceux qui n'ont pas très peu de risque d'être malades devraient prendre un risque supérieur de maladie pour me sauver moi. C'est ça l'immunité collective. Et jusqu'ici, on considérait dans la démocratie libérale qu'il y avait des droits individuels qui ne pouvaient, par exemple, imposer à quelqu'un de se faire vacciner alors qu'il n'en a pas d'avantage, il n'en tire pas de bénéfice. C'est une idée qui n'est pas conforme à la démocratie libérale. En revanche, vous n'êtes pas contre la vaccination dans la petite enfance pour les séries de maladies collectives? Non, moi, attendez, vous n'êtes pas un anti-vaccin, comme on dit. Je ne suis pas un anti-vaccin. Je pense en revanche qu'il faut limiter la vaccination à ce qui est strictement nécessaire. Et je ne suis pas sûr que 11 vaccins, dont l'hépatite B pour nos enfants, soient vraiment utiles. Mais c'est un autre débat. Ce sera utile quand ils iront en boîte de nuit. Ce sera utile plus tard. Mais donc, toujours est-il que aujourd'hui, on va faire le test. On va voir si réellement les décisions du G7, du gouvernement, etc., sont suivies des faits en France ou pas. Si ça l'est, je pense que nous allons devoir réagir parce que ça signifie que des lignes rouges sont franchies dans la violation des libertés individuelles. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. J'ai le plaisir de recevoir Éric Verhaeghe autour de son dernier ouvrage, Le Great Reset, mythe et réalité, aux éditions Culture et Racines. Si vous le voulez bien, Éric, regardons les inquiétudes finalement qu'ont ces deux bienfaiteurs de l'humanité, justement sur la façon dont l'humanité évolue. On a le sentiment que leurs préoccupations sociales sont plutôt celles qu'on aurait appelées au XIXe siècle de classes dangereuses, qui sont les peuples, plus qu'une véritable sollicitude pour la situation objective de ces mêmes peuples. Alors, l'essentiel du Great Reset est un livre qui est un livre de gestion de risque, si j'ose dire. C'est du risk management. La question que Schwab et Malray abordent en creux dans leur livre, c'est comment se prémunir des principaux risques que la société du numérique va créer. Et quels sont les risques de la société du numérique, hormis l'atteinte à notre vie privée, à notre liberté? C'est justement, si vous voulez, la justification de la surveillance, c'est de prévenir une révolte sociale. Mais c'est l'inverse, Éric. Le seul risque d'une société technologique, ce sont les externalités négatives d'un point de vue social et politique, pour employer un terme un peu pompeux, que sont notamment le risque de surveillance généralisée, le risque de perte de liberté. C'est ça mais moi c'est comme si on disait qu'est-ce qu'on va faire contre le progrès pour qu'il y ait du progrès. C'est une aberration. Soit il y a progrès, soit il n'y a pas de progrès. Ce qui est intéressant, c'est que cette question de la vie privée, elle est posée par exemple de façon claire par Schwab et Malray sur Singapour, qui est de dire la Chine, disent-ils, est très violatrice des droits individuels. Et Singapour, finalement, a trouvé le bon compromis, le bon équilibre entre la surveillance. J'avoue que je connais mal Singapour, et les droits à la vie privée. Je connais son histoire exceptionnelle, remarquable. Enfin, c'est ça. Enfin, pour l'histoire de l'humanité, ils ont écrit quelque chose. C'est une sortie du sous-développement avec dans un État qui n'avait rien, partant d'un dénuement absolu. C'est fascinant, Singapour. Après, je connais mal aujourd'hui ce qu'ils décident. Mais ça repose sur une discipline collective. Et Singapour a notamment lancé un tous anti-Covid obligatoire, dont les données ont été immédiatement communiquées à la police. Et ça a suscité un scandale, puisqu'officiellement, ça ne devait pas l'être. Les données devaient être protégées. Et un mois après, la presse de Singapour a révélé la police avait utilisé les données du tous anti-Covid de Singapour dans le cadre d'une enquête judiciaire sur un meurtre. Et là aussi, vous allez me dire, finalement, si ça sert à poursuivre les bandits... Il faut que ce soit encadré. On ne peut pas faire comme on veut. Et donc, leur question est en effet de dire la surveillance qu'impose
la prévention des épidémies, c'est vrai, pose un problème de liberté qu'il faudrait régler et il faut mettre un curseur au bon endroit. C'est ça leur idée. Et pourquoi le font-ils? Parce que précisément, et je me réfère sur ce point non pas au livre de Schwab et Malray, mais à un graphique qui a été publié très récemment sur le site du World Economic Forum, qui recense les risques non maîtrisables des années à venir. Et pour eux, il y a des risques maîtrisables évidents qui sont le réchauffement climatique, qui est le principal risque maîtrisable. Ça, c'est maîtrisable. Oui, c'est-à-dire qu'il suffit de... c'est l'objet, là aussi, du Great Reset. Le Great Reset livre un vade-mecum de comment lutter contre le réchauffement climatique. Vous nous en parliez parce que je vais en dire 3 mots, mais leur principal risque... Ça paraît bien ambitieux. Le principal risque non maîtrisable que Schwab identifie, que le Forum de Davos identifie, c'est celui d'une révolte populaire. C'est-à-dire d'une résistance des peuples à l'ordre international, à l'ordre multilatéral qui se met en place. Partout. Et il y a cette angoisse, si vous voulez, à part en Chine, parce que la maison est bien tenue. Et que, évidemment, la question sous-jacente, c'est pourquoi on ne ferait pas comme en Chine pour éviter les révoltes populaires? Y compris jusqu'à faire payer la balle de votre exécution. Alors, j'insiste quand même sur le fait que ce qui fait la fluidité des rapports sociaux chinois aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a une croissance économique. Personne ne sait comment les Chinois réagiront face aux privations de liberté lorsque ils réagiront la pas croissance parce que, s'arrêtera. Comme vous le dites, la maison est bien tenue. Que se passait-il dans l'ensemble des pays communistes jusqu'à la chute du mur? Les gens crevaient, soit chez eux, soit dans les goulags, et personne ne pouvait se révolter parce que la police politique, le système concentrationnaire, l'État totalitaire permettait que tout fonctionne tel que cette idéologie le souhaitait. Rien n'est éternel ici-bas. Même le totalitarisme, et c'est quand même la grande nouvelle, réjouissance, c'est ce que nous dit d'ailleurs un auditeur, Éric Verhaeghe, la liberté intérieure est inviolable, Solzhenitsyn. Oui, mais c'est bien d'en avoir une extérieure aussi. Oui, c'est pas mal aussi, oui, ça. Ceux qui ont souffert du confinement ne me contrediront pas. Allez-y. Mais donc, aujourd'hui, il y a cette crainte, la vraie crainte de Schwab, c'est la révolte des vieux peuples. Et notamment, la révolte contre quoi? La révolte contre le multilatéralisme. C'est le Brexit. Mais c'est pas une révolte, c'est un choix démocratique qui est organisé. Alors, en fait, ce que vous me dites, c'est que dans le triptyque, dans le trilemme de Roderick, ils ont choisi de barrer démocratie dans ce cas-là. Il y a quelque chose comme ça, oui. Mais, alors, je le dirais de façon un peu tordue, parce que la démocratie est aujourd'hui exprimée par l'État-nation. Et que... ils veulent bien de la démocratie si ça ne change rien sur la destinée des peuples. Ils veulent du multilatéralisme. Mais qu'est-ce que c'est le multilatéralisme? C'est l'Union européenne. C'est un pouvoir qui est exercé par des structures intergouvernementales, par des structures qui ne découlent pas du suffrage universel. Mais qui ont quelle légitimité? Qui ont celle de défendre les intérêts des puissants. C'est pas une vision un peu marxiste? C'est une vision, je pense, réelle. C'est-à-dire que le soutien qu'un Schwab apporte à l'Union européenne, c'est la possibilité de décloisonner des marchés pour ses adhérents. Et aujourd'hui, les grandes entreprises mondialisées se félicitent d'avoir beaucoup moins d'interlocuteurs qu'avant à influencer pour obtenir des normes qui leur sont favorables. Et on peut avoir un État-nation et du libre-échange. La question, c'est quel est le degré d'autonomie de l'État-nation par rapport à la structure multilatérale à laquelle il appartient. Par exemple, la France est-elle libre de faire ce qu'elle veut aujourd'hui dans le cadre de l'Union européenne? Non, car elle a signé des traités. Voilà. Et donc, c'est bien l'idée... Mais ce qu'elle a signé, c'est le propre de l'État-nation, il peut le désigner, si vous m'autorisez. C'est le Brexit. Il peut le dénoncer, et c'est ce que disait, c'était Richelieu, il n'y a pas de parole de l'État, il y a une souveraineté qui, à chaque fois, à chaque instant, est souveraine. L'État est celui qui est le souverain qui est souverain. C'est le Brexit. C'est le Brexit. Ou c'est Trump. Et ça, c'est l'angoisse. C'est-à-dire que on peut, avec le suffrage universel... Pourquoi ils sont si paniqués par le Brexit? Ce qui va se passer, c'est que pour l'élite mondialisée,
Londres va enfin devenir ce dont rêvent les Singapour sur la Tamise. Mais bien sûr, c'est une certitude. Oui, sauf que il n'y aura pas 20 000 Singapour sur la Tamise en Europe. Si la France sort de l'Union européenne, justement, si l'Union européenne justement, en toute logique, Davos voulait faire sortir l'Angleterre pour faire Singapour sur scène et maintenir tous les autres peuples dans l'Union européenne pour avoir un grand marché. Oui, mais vous imaginez, vous, Hugues, un marchand d'éoliennes négocier avec 28 États au lieu d'une Commission européenne? Elles sont toutes chinoises, les éoliennes. C'est d'ailleurs le problème. Et d'ailleurs, le plan de relance que l'on nous a concocté va faire la fortune des petits Chinois. Oui, bien parfait. sûr. Enfin, mais sans compter que ce n'est en rien une véritable réponse au défi énergétique, car il y a un défi énergétique, je ne sais pas s'il y a un défi écologique. Mais parlez-nous aussi quand même un petit peu, Eric Verhaeghe, de l'écologie, parce que là, on est... je ne sais pas où on est, justement. Dites-nous en plus. Sur l'écologie, là aussi, j'invite les lecteurs à se reporter à un excellent graphique qui a été produit sur le site, il y a 15 jours, je crois, du World Economic Forum. Un graphique qui chiffre les marchés espérés de la transition énergétique. Et selon le World Economic Forum, en gros, il devrait y avoir 4 000 milliards de dollars par décennie de marché sur les 30 prochaines années dans le domaine de la transition énergétique, c'est-à-dire les nouveaux produits, les nouvelles réglementations, les adaptations de produits existants. Par exemple, je prends un exemple qui a été assumé par l'Agence internationale de l'énergie, il est prévu qu'on ne fabrique plus de moteurs thermiques à partir de 2035 pour les voitures. C'est une décision multilatérale prise dans le cadre de l'Agence internationale pour l'énergie, qui est déclinée. On va voir que l'Union européenne va décider qu'on arrête de fabriquer des nouveaux moteurs en 2035. La décision, elle est prise et la France devra l'appliquer. Renault n'aura plus la faculté de produire des moteurs thermiques à partir de 2035. Ça, ces marchés-là sont chiffrés, c'est-à-dire le marché d'investissement sur la recherche de nouveaux moteurs, les marchés de vente de nouvelles voitures, ça fait en gros 4 000 milliards de dollars toutes les décennies dans l'ensemble du monde. Et donc, évidemment, ça fait partie des grandes espérances du marché de Davos que de dire, eh bien, nous allons relancer une économie qui est étouffée par des marchés matures en inventant de nouveaux produits à acheter. C'est un sujet de maturité des marchés. Vous pensez véritablement que dans une sorte de pensée machiavélique, les promoteurs de Davos se sont dit, bon, j'ai acheté des actions de Tesla, parce qu'on peut résumer ça comme ça, hein, oui. Et si je veux pas les vendre tout de suite, il faut expliquer que le réchauffement climatique, grand malheur, mais nous pouvoir faire quelque chose, oui. Nous grands sorciers, oui. Nous allons mettre en place voitures électriques et nous allons sauver le monde. Oui. J'ai du mal à le croire. Alors, en fait, c'est théorisé aux États-Unis. Ça s'appelle la théorie de l'altruisme efficace, qui consiste à dire que, contrairement au monde catholique auquel vous appartenez, Hugues, où l'altruisme, la charité est forcément un effort, en tout cas quelque chose qui demande. En tout cas, c'est souvent un effort. C'est souvent un effort. L'idée, sauf pour les saints. L'idée qu'on puisse être charitable en gagnant de l'argent est une idée impossible chez les catholiques. C'est un peu plus protestant, on va dire. Dans le monde protestant, c'est une vertu de se dire je gagne de l'argent en aidant les autres. C'est la théorie de l'altruisme efficace, qui fonde un certain nombre de fondations. Alors, il y a par exemple le projet Philanthropie, Open Philanthropie de mémoire, qui est un projet qui est porté par un fonds charitable, un fonds caritatif financé par les géants de la tech, Mark Zuckerberg par exemple. Et ce fonds a accordé une subvention de plusieurs millions à l'association L214 en France qui lutte pour le bien-être animal. Et il se trouve que parmi les financeurs de ce fonds de charité, il y a des gens qui produisent de la viande de synthèse. Oui, donc si on pouvait accélérer, même si on ne fait pas disparaître la viande animale, si on pouvait accélérer par un facteur X l'acceptation dans Y% de la population, les mangeurs d'animaux, et les pousser à acheter de la protéine de synthèse. Et là, le marché est colossal. Et le marché est colossal. Et il se trouve que les gens les Américains, les géants de la tech, par l'intermédiaire d'associations qui se réclament, qui se revendiquent de l'altruisme efficace, les associations
qui financent L214 sont aussi des associations dont sont membres des gens qui ont intérêt. Les steaks de soja. Par exemple, les steaks de soja. Mais vous savez, maintenant, on fabrique des protéines de viande on peut fabriquer des steaks de synthèse qui poussent sur des étagères. Je vous montrerai ça un jour. Je connaissais d'ailleurs, ça n'a aucun sens. Et c'est bon? Je n'ai jamais goûté, mais je connaissais un Français qui était gestionnaire de Family Office et qui achetait, enfin en tout cas qui finançait des créations de ce genre. Et donc, c'est aujourd'hui ça, l'écologie. Et c'est d'abord des gens qui financent un discours sur le réchauffement climatique pour mieux pousser les produits qu'ils ont à vendre dans ce domaine, au nom de l'altruisme efficace. Un auditeur nous dit que j'ai fait une erreur et que si Soros considère la Chine comme son ennemi, je n'en tire pas la bonne conclusion. La Chine est l'ennemi de Soros car elle est un caillou dans sa chaussure sur la voie du monde unipolaire. Un auditeur nous dit que la grande inquiétude des dirigeants des entreprises de technologie, c'est les moyens de continuer à atteindre les perspectives de croissance permettant de justifier les multiples de résultats himalayens correspondant aux valorisations boursières atteintes actuellement. Alors qu'un bon ajustement à la baisse et une période de crise se profilent peut-être, les arbres ne montant pas au ciel. Tout est bon pour lever toutes les barrières nationales, autres pour sauver les soldats Bezos, Big Pharma, etc. Alors je veux bien votre intervention là-dessus, mais moi je constate quand même quelque chose. Et ça, c'est quelque chose je crois qu'on n'a pas vu. Moi j'avais été assez fasciné par la croissance unique dans l'histoire de l'humanité de la société Uber. Et il y avait deux choses qui m'avait fait penser que ça ne durait pas très longtemps, alors que généralement je m'évite à tout pronostic, toute prédiction, surtout concernant le futur. C'est qu'elle s'était opposée frontalement au lobby des taxis. Or, il n'y a pas un pays dans le monde dans lequel les taxis ne sont pas un lobby, pour des raisons historiques, etc. Et deuxièmement, il n'y a pas de barrière à l'entrée, parce que mettre en réseau des chauffeurs, de quelque nature que ce soit, moi j'en ai rencontré beaucoup qui créaient des applications et autres, c'est 48 heures de développement. Alors après, vous pouvez avoir des centaines de gens qui travaillent pour améliorer, mais et donc, à quoi s'est heurté Uber, dont aujourd'hui on ne parle plus beaucoup, c'est d'une part les résistances nationales, mais surtout les blocs de civilisation. Aujourd'hui, vous n'avez les grandes sociétés de la technologie qui sont au sein du transport de voyageurs répliquent exactement les grands ensembles civilisationnels. La Chine, la Russie, les États-Unis. Et malheureusement, en Europe, il n'y a rien. En Europe, il y a un joyeux bordel. Oui, mais normalement, on nous avait vendu l'Europe comme étant le contre-pied, le contrepoint vis-à-vis des États-Unis, au moins d'un point de vue économique, et vis-à-vis de la Chine, et même vis-à-vis de la Russie. Non, mais en réalité, c'est vrai que ça nous a été en partie vendu comme ça. L'Europe est surtout aujourd'hui un espace de libre-échange entre les membres de l'Union européenne. C'est surtout un espace de libre-échange pour le reste du monde quand même aussi. Et pour le reste du monde. Oui, mais c'est ça le problème. Oui, sans doute. Mais est-ce que aujourd'hui nous sommes prêts à endosser le coût de notre souveraineté, de notre indépendance? C'est le sujet de fond que nous avons. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes prêts, notamment en France, à dire on va se doter des moyens de fabriquer des téléphones portables, parce que c'est devenu un objet indispensable. Et donc, est-ce qu'on est prêt à avoir une industrie, une usine, au bout de son champ, au bout de sa rue? La question, Éric Verhaeghe, elle est plus complexe. La question est de savoir que je pense que l'échange est toujours profitable d'un point de vue économique lorsque les termes de l'échange sont équitables. Et c'est la controverse ricardoliste. Et aujourd'hui, les termes de l'échange ne sont pas équitables car nous ne sommes pas dans un monde de multi-échangisme, quoi qu'en disent ces instances multilatérales. Du jour où on a laissé la Chine entrer dans l'OMC sans contrepartie, c'est-à-dire sans ouverture du marché chinois, nous sommes bien d'accord que nous avons largement enfreint la règle du libre-échange. Éric Verhaeghe, il nous reste que 2 minutes, me dit la technique, pour conclure cette émission. Donc évidemment, ce temps vous revient. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire de façon transversale à nos auditeurs pour leur faire comprendre un petit peu le monde qui s'avance? En 2 minutes, c'est très compliqué. Moi, j'ai un message à faire passer, qui est le message, vous avez dit que j'étais énarque, j'ai travaillé dans l'administration. Dans l'administration, il y a une grande règle qui est il n'est de problème qu'une absence de solution ne permette de résoudre.
Je vois beaucoup de gens angoissés par la reconstitution, la recomposition d'un ordre mondial beaucoup plus autoritaire que celui qu'on a connu. Moi, je pense qu'il faut aborder ce sujet avec une grande sérénité. Parce qu'en réalité, l'histoire est par nature une confrontation entre des forces, entre des intérêts antagonistes et l'intérêt des États-nations qui sont aujourd'hui, je le redis, une forme d'expression d'un ordre spontané des sociétés. L'intérêt des États-nations s'oppose à l'intérêt de cette caste qui veut nous imposer un autre monde. Mais nous sommes plus nombreux qu'eux. Et donc je suis extrêmement optimiste sur le fait que, in fine, nos bonnes vieilles traditions reprendront le dessus. Éric Werrag, un très grand merci pour votre présence et cette intervention. Je rappelle pour nos auditeurs que vous venez de faire paraître le Great Reset, mythe et réalité, suivi du dictionnaire critique du Great Reset, aux éditions Culture et Racines. Et j'aimerais rebondir sur votre conclusion. Vous nous appelez à ne pas avoir peur. En effet, l'histoire se déroule sous nos yeux, mais nous pouvons en être des acteurs pour peu que nous prenions la peine de nous informer, de réfléchir et d'agir. Amis auditeurs, à dans 4 semaines.